Et j'ai eu l'occasion, notamment, comme vous l'évoquiez, de venir chez Arès, par exemple dans le département de l'Ain, chez Logins. Et ce que j'ai vu, eh bien, je pense, pourrait être déployé ailleurs encore sur le territoire. J'ai la joie aussi de voir parmi nous ce matin des partenaires de l'insertion et de l'emploi. Vous savez, quand on parle d'insertion, quand on parle d'emploi, et surtout lorsqu'on parle de chiffres... 20 000 personnes accompagnées depuis 30 ans. C'est l'équivalent de la ville de Dax, en fait. Donc je crois que rien que pour ça, vous pouvez encore vous applaudir, parce que c'est énorme. Vous, salariés en parcours, vous, salariés d'Arès, vous, les partenaires. Voilà, donc je tenais à vous faire ce petit clin d'œil et vous dire que nous allions démarrer notre première séquence de l'inclusion aujourd'hui. L'insertion, c'est un secteur qui a démarré par de petites structures autonomes au niveau local et puis qui, progressivement, s'est professionnalisé, qui, aujourd'hui, est parfois challengé par des grandes entreprises et c'est très bien. Parce qu'à nous seuls, acteurs de l'insertion, on ne peut pas tout faire. Il faut absolument qu'on soit dans une démarche d'une société inclusive de manière générale. Et je crois que c'est ce que Arès arrive à très bien faire, c'est-à-dire à mobiliser tous les acteurs, qu'ils soient du monde de l'entreprise, du secteur associatif, pour faire en sorte que tous ensemble, on avance vers une société plus inclusive. Je me présente, c'est Bari Mariama. Je suis de la Guinée-Conakry. Et je suis en France depuis le 30 juin 2012. Et je suis ici à cause des problèmes politiques. Et j'ai eu mes papiers en 2013. J'ai travaillé comme aide à domicile dans les cantines. Et après, j'ai fait une formation d'agent de sécurité. Oui, je suis très heureuse puisque déjà à l'IVA, j'ai appris encore comment faire les badges, l'initiation à l'informatique et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. D'ailleurs, je remercie les travailleurs de l'IVA de tout ce qu'ils font, ce qu'ils sont en train de faire pour moi, pour tous du moins. Qu'on a besoin de gens comme Arès ou de partenaires pour réfléchir autrement, pour innover, tester des choses autrement. Et je dois dire que tous les jours, Arès nous stimule par à la fois son énergie, mais également sa créativité. Et parmi ces œuvres de créativité, il y a cette idée de joint venture social. Je considère qu'une entreprise, quel que soit son type d'activité, c'est d'abord un corps social qui est là pour intégrer, pour faire grandir. Nous avons en permanence des collaborateurs qui sont nouveaux. Nous les prenons au berceau et on essaye de les amener jusqu'à la retraite. C'est ça notre modèle, parce qu'on est convaincu qu'on ne peut faire du bon travail que sur la durée. Et donc on est en permanence en train d'insérer, de faire grandir. Il se trouve qu'il y a un certain nombre de nos collaborateurs qui ont besoin d'un accompagnement probablement plus important que d'autres. Et ça s'appelle l'insertion. En revanche, dès le premier jour, on a décidé que notre fondation ne serait pas seulement un guichet de distribution d'un certain nombre de fonds permettant de mettre le pied à l'étrier d'un certain nombre d'associations, mais que ce serait également en parallèle une manière pour nos collaborateurs d'exprimer leurs soucis, de montrer leur sens de leur responsabilité sociale et sociétale. Et donc sur chacune des associations que nous finançons, il y a un collaborateur ou une collaboratrice du groupe qui est en quelque sorte l'accompagnateur, le coach. Et c'est cette double vocation à la fois financière mais également de mécénat de compétences qui en réalité est à l'origine du succès de cette fondation. Déjà, je suis très ému ce matin parce qu'il y a plein de visages avec qui on travaille depuis 15 ans et qui sont pour moi des visages très importants. De personnes qui travaillent pour le groupe Arès. On a bossé 15 ans avec une association qui s'appelle ASF et depuis 1 an et demi avec Logins. Et ce qui est bien dans le groupe Arès, c'est qu'à chaque fois que vous rencontrez une nouvelle personne, c'est une nouvelle personne extraordinaire. Et du coup, je voulais vous dire bon anniversaire, commencez par ça, un super bon anniversaire pour toutes et tous. Et une super grande admiration pour le chemin que vous avez fait avec nous, parce qu'ils vous le diront, ceux qui me connaissent savent que je suis un peu chiant
Et ils ont été extraordinaires pendant tout le long du chemin. Donc, en 2004, on avait 25 ans et on voulait monter une marque de basket différente. Et différente pas seulement dans les discours, mais changer carrément chaque étape de la production d'une paire de baskets. Donc on a déconstruit comment on fabriquait une paire de baskets pour la reconstruire, qui sera avec nous cet après-midi. Et sur son équipe, il venait de monter 2-3 ans auparavant ASF, qui est un chantier d'insertion. Et donc qui ne faisait pas du tout ça, qui réparait des ordinateurs, qui réparait des buts de foot et des panneaux de basket avec des gens en parcours d'insertion. Et nous, on lui a dit, ben voilà, nous, on cherche à stocker 5000 paires de baskets et à les dispatcher ensuite au magasin, un peu partout en France. Est-ce que ça te dit qu'on le fasse ensemble ? Et on s'est hyper bien entendu. Et c'est d'abord, l'association entre Veja et RS, c'est d'abord une histoire d'amitié entre Guylain, Thibaut et moi. Et on s'est dit, on s'est tapé dans la main. Et Thibaut, il nous a dit, mais il va falloir tout faire, les gars, sur le terrain. Vous en êtes conscients. À la fin, il gérait, je crois, Brigitte, tu me taperas sur les doigts si mes chiffres sont pas bons, parce que je suis pas un homme de chiffres, mais je crois qu'à SF, il y avait 300 000 paires qui transitaient, 350 000 paires, 400 000 paires qui transitaient tous les ans chez ASF. Et on a dû partir avec le cœur gros. Le seul truc que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est que pour moi, les personnes d'Ares et en particulier d'ASF et Login sont des héros du quotidien, des gens incroyables. Avec qui c'est d'abord un honneur de bosser au jour le jour. La raison d'être de Gobi au départ, c'était très pragmatique. On voulait dézinguer tous les gobelets, bouteilles jetables dans les bureaux. On trouvait que c'était une génération de déchets complètement absurde. Donc voilà, on est parti avec cette idée de l'impact, de la mission environnementale. Pour être sûr que c'était pas une fausse bonne idée, on a travaillé avec une méthodologie qui s'appelle l'éco-conception, qui est hyper exigeante et donc qui mesure sur 15 critères environnementaux. On peut pas le faire avec un mode de fabrication qui ne le soit pas tout autant, donc d'où ce choix de l'éco-conception. Ensuite, on s'est dit, on va pas aller fabriquer ça à l'autre bout du monde, on va essayer de faire ça à côté. Donc on a trouvé une usine qui était dans le Val-de-Marne, à peu près à 50 km de là où on livrait nos clients à la Défense. Et puis après, c'est poser la question de la logistique petit à petit. Au début, on le faisait nous-mêmes. Et puis, on a entendu parler d'abord d'un ESAT. Donc, c'est une structure qui fait travailler des personnes en situation de handicap, avec qui on a vécu une première très belle histoire, notamment quand on a gagné la COP21 en 2015. On était dans un moment vraiment où on évangélisait le marché. C'est-à-dire que quand on appelait les entreprises pour leur dire on pourrait peut-être faire mieux que les bouteilles jetables, tout le monde nous disait ouais, bon, marchera jamais votre truc. J'étais à l'époque éducateur, comme toi Patrick, cheveux longs, nuit debout, à bas le grand capital. Et je ne savais pas que quelques décennies plus tard, nous serions à la tête d'entreprises, certes sociales, mais qui parfois tentent des grands groupes sur certaines de nos activités. Donc le message à passer, c'est que notre ADN, il est commun. C'est d'abord une vision, c'est ne jamais rien lâcher, c'est innover autant techniquement que socialement. Nous avons su, sans prétention, quitter les berges de la compassion pour rejoindre les grands espaces de l'entreprise. L'entreprise, c'est un lieu de cohésion sociale, c'est pas un lieu de prédation. Moi, je trouve que ça me paraît logique aujourd'hui de mener une entreprise et d'essayer d'avoir un impact environnemental, économique et social. Ça me paraît être les trois pattes. Et sur ce qu'on produit, je ne sais pas si j'ai dit utile et beau, ou je dis souvent réconcilier l'éthique et le pop, c'est-à-dire tout ce qui est désirable peut aussi être éthique. En tout cas, nous, la fierté, c'est une des grandes valeurs de l'entreprise et j'espère qu'elle se diffuse à l'ensemble de nos partenaires. C'est-à-dire que parfois, un salarié qui n'a pas forcément accès à une compréhension des enjeux environnementaux va, en travaillant pour Gobi, se saisir aussi. Donc la systémie, elle vient là. C'est-à-dire qu'il y a aussi une vocation pédagogique, éducative, et qui irrigue l'intégralité de la société après.
pareil, Sébastien l'a dit, on a créé aussi une filière de valeurs locales. Et donc aujourd'hui, moi, je me projette comme on peut essayer de devenir une fabrique de l'éco-design local inclusif. Peut-être qu'avec Arès et d'autres partenaires, on dupliquera ça dans d'autres pays. J'espère, parce qu'on a montré que c'était possible et qu'en plus ça marche. On est rentable. On est une entreprise qui n'a pas levé, qui est rentable depuis des années, qui a survécu au Covid. André, on est d'accord qu'il faut en arrêter avec ce terme d'économie sociale et solidaire, en fait. Il faut parler d'économie tout court. On est d'accord avec ça. Et il faut s'inspirer de différents modèles, professionnaliser l'approche et faire en sorte que des entreprises comme celle de Florence, qui incluent l'insertion au cœur même de leur dispositif, soient les entreprises de demain. Voilà, c'est souvent une affaire d'hommes et de femmes. Hein. Tout ça, c'est de l'humain. C'est des gens qui, à un moment donné, disent oui. Disent oui, on y va. Ce parcours m'a permis en fait de devenir ce que je suis aujourd'hui et de décrocher un CDI chez Nokia, où je travaille actuellement dans le cadre de déploiement de la 5G à travers toute la France. Voilà, en fait, ça m'a permis aussi de former une famille. J'ai un foyer, bientôt 2 enfants. Et aussi, je suis certifié en tant que testeur. À la fois, c'est un sentiment d'encouragement, non seulement pour moi, pour les autres, qui suivent en fait le même parcours que moi. En fait, c'est aussi un sentiment de me demander de travailler encore plus, parce que c'est seul avec le travail, et quand on a confiance en soi, et si on tombe dans une structure qui manifeste réellement cette volonté de vous encadrer, vous pouvez vous donner le meilleur de vous-même. Je suis évidemment convaincu, mais c'est un peu mon travail, que le numérique est un énorme levier pour l'insertion professionnelle. J'ai toujours coutume de dire que le digital ou la technologie n'a fait qu'un tiers du chemin. Ce premier tiers, il s'est posé sur ce que j'appelle nos smartphones, nos mobiles. En quelques clics, on a accès à des choses. Il a fait ça ces 10 dernières années. Mais dans les 10 prochaines années, il va rentrer dans les opérations de l'entreprise. C'est que toutes les études montrent qu'on n'a pas assez de talent pour travailler sur ces sujets-là dans le monde entier, mais en France aussi, dans les 5 ou dans les 10 prochaines années. En France, les besoins sont estimés à peu près à 200 000 personnes, rien que l'année prochaine. Quand vous faites le cumul de toutes les filières éducatives sur ces sujets-là, on n'arrive pas à remplir tous les objectifs des 5 prochaines années. Voilà pourquoi je crois que la technologie est une formidable occasion pour l'insertion professionnelle. Mais du coup, on a un défi. Il faut qu'on fasse tomber ces barrières-là pour avoir accès à bien plus de talents, comme Ange ou comme d'autres, pour continuer à former des gens dans le numérique. Développeur du jour au lendemain, c'est très compliqué, Olivier, comme métier. Non, on rentre exactement comme Ange l'a fait, par le test. Il y a plein de chemins qui mènent à des compétences dans la technologie et on apprend des méthodes. C'est une formidable école de la rigueur et de la méthodologie que de travailler dans les technologies et dans le numérique. Et ça forme bien au-delà d'un métier. Assez fier aussi, franchement, de ce que vous avez fait, de ce que vous faites d'Arès. On a parlé tout à l'heure des prémices de la graine qui avait été plantée il y a une trentaine d'années, du chemin qui a été parcouru et puis de celui que vous êtes en train de faire. J'essaye de défendre au gouvernement, bâtir une société plus inclusive, une société où tout le monde a sa place, une société où tout le monde retrouve sa dignité, sa confiance, pour reprendre les mots d'Ange, et son autonomie par le travail. La deuxième chose ensuite, c'est de se dire comment on peut être efficace aussi. Parce qu'on ne peut pas se résoudre avec finalement la somme de plein de beaux gestes, mais il faut aussi transformer la société. C'est là où le rôle du politique et du gouvernement, en tout cas celui que moi j'essaye de porter, c'est de se dire d'abord face aux défis sociaux-sociétaux, c'est finalement une manière de libérer un petit peu le soutien financier, d'innovation, etc. pour des acteurs comme Arès. On le fait aujourd'hui avec Accenture sur le mentorat, où je crois beaucoup au mentorat. Et voilà, les associations et les entreprises ont inventé le mentorat. C'est vrai que quand on est dans une association, comme Arès, ou je pense dans une entreprise qui œuvre sur ces sujets-là, on sait qu'à la fin de la journée, voilà, on a pu recruter une personne de plus, on a pu améliorer quelque chose. Et donc c'est très concret et c'est
c'est une manière essentielle de changer le monde, de prendre sa part, comme disait Pierre Rabhi. Là où il est, en tout cas, dans une association, dans une entreprise ou dans le champ politique, il peut prendre sa part. Mais on a besoin des trois, en tout cas, pour améliorer les choses. Il faut faire de gros projets qui ont beaucoup d'impact, mais aussi, chaque fois, jamais perdre de vue qu'il s'agit de destin. D'un destin sur lequel on peut peut-être avoir une influence positive. Et donc c'est pour ça aussi que je vais raconter quelques exemples. Avec Banlieue Santé, on a fait un bus de socio-esthétique. Donc on a équipé un bus comme cabine d'esthétique et on est allé dans des endroits, dans des quartiers, dans des zones rurales défavorisées et on a donné accès à des femmes qui n'ont jamais accès à un traitement de beauté ou de bien-être, à 1 heure de traitement par des esthéticiennes qui sont formées, qui savent d'une part faire de vrais traitements de beauté, mais aussi engager le dialogue. Et là, c'était très intéressant parce que retrouver la confiance, quelquefois les femmes nous ont dit, moi je ne me suis pas regardée dans un miroir depuis 1 an parce que je n'ai pas eu le temps, parce que j'étais sur d'autres sujets. Et donc là, on forme des opérateurs industriels qu'ensuite on embauche ou sont embauchés dans d'autres industries. Et donc, chaque fois, je pense ce qui est important, c'est que oui, ça doit être intégré dans la stratégie de l'entreprise pour une société plus durable et plus inclusive. Aujourd'hui, tous ceux qui veulent agir pour une société plus inclusive et plus durable sont dans le même bateau. Et ce bateau-là, il faut qu'on le tourne. Déjà, je ne connaissais pas Arès. C'est par le biais d'une association qui s'appelle Bim Bam Job, Mobile Emploi, dans le 12e arrondissement à Nation. Et de fil en aiguille, après pas mal de mois passés, car depuis 3 ans, j'étais en recherche d'emploi. Le lendemain, je rebondissais sur un autre emploi haut la main, quoi. Je veux dire, je ne suis pas plus bête qu'un autre, j'ai quelques diplômes, je maîtrise parfaitement le français. Qu'est-ce qui se passe, quoi? J'étais un petit peu perdu. J'étais aménageur de conférences. Et c'est là que j'ai eu justement cette invalidité. Et donc, je reviens à ce que je disais. Depuis 3 ans, je cherchais. Je m'en pantouflardais chez moi, si j'ose exprimer ça comme ça. Et du jour au lendemain, une dame de Madame Danielle Bellamou, d'ailleurs, de chez Bim Bam Job, qui me fait savoir qu'il y a une offre d'emploi chez Arès. Et je ne savais pas qu'Arès faisait de l'insertion, de l'inclusion, enfin tout ça. Et honnêtement, ça s'est tellement vite passé que personnellement, j'en revenais pas, quoi, en fait. Je faisais mes recherches d'emploi par ordinateur, par Internet, tout ça, tous les sites confondus, mais ça ne donnait rien, quoi. Et depuis que je suis rentré chez Arès, honnêtement, à Chevilly-la-Rue, avec notre partenaire, notre cher partenaire de L'Oréal, je dirais même, parce que honnêtement, ça se passe très très bien. Déjà, j'avais du mal à avancer. Je remercie pour ça L'Oréal aussi, parce qu'on m'a permis quand même on m'a soulagé avec l'ascenseur et tout. Mais parce qu'être inclusif, c'est aussi sur les postes de travail quand même. Grâce à Arès, fini les pantoufles. Et maintenant, on est dans l'étape d'après qui est comment passer à l'échelle. Et donc c'est ça, moi, mon gros défi pour répondre à la question, c'est comment on fait en sorte que ces sujets d'inclusion, de diversité, ne soient pas que l'apanage des pionniers, des plus militants, des entreprises sociales inclusives, mais qu'elle arrive à polliniser les entreprises traditionnelles. On dit souvent polliniser sans se dissoudre. C'est une frontière qui est assez dure à trouver entre tomber dans... respecter l'ADN et la vision des pionniers et en même temps être dans une dynamique d'inclusion, d'ouverture nous-mêmes. De ne pas rester dans l'entre-soi avec Vitamine T, Recyclive, Arès et le groupe SOS. Et d'aller chercher des gens qui sont moins loin de nos combats, qui sont moins spontanément dans notre cours de récréation, mais donc les rapatrier vers nos sujets. Et donc c'est ça pour moi le sujet, c'est que n'importe quelle entreprise engagée, peu importe son statut, puisse s'emparer de ces beaux sujets, parce que c'est comme ça qu'on passera à l'échelle. Ça c'est un autre message fort, c'est que très souvent quand on parle d'impact, qui est devenu un mot à la mode, mais aussi pour ça qu'on a voulu changer le nom du move, c'est pour préempter un peu ce terme avant qu'il soit galvaudé et qu'on fasse de l'impact washing. En tout cas, l'impact est à la mode, mais très souvent,
intuitivement, on pense externalité positive. Au mouvement Impact France, on a défini l'impact comme ça, avec 4 piliers. Impact social, impact environnemental, partage du pouvoir et partage de la richesse. Et donc c'est bien ces 4 piliers-là qui font une boîte à impact. Et pas juste la focalisation qu'on peut avoir parfois sur le bilan carbone, l'impact carbone, ce qu'on appelle le carbone tunnel vision, où on parle que de ça parce qu'il y a la COP et parce que en fait non, l'impact c'est beaucoup plus large que ça. Il y a 30 ans, on a fait un pari à deux avec Patrick, que j'appellerai tout à l'heure sur scène. Et au fond, ce pari valait la peine d'être tenté. Tout ce que j'ai entendu, c'est que finalement, il y a des tas de gens qui ont profité de cette intuition qu'on a vue à l'époque. Il y a 30 ans, il faut se représenter que pour les personnes qui étaient en grande difficulté, qui, pour pas mal d'entre elles, étaient passées par la rue, enfin, qui avaient vraiment des galères, la seule chose qui leur a été proposée, c'était des solutions d'hébergement et puis des prises en charge, je dirais, élémentaires, alimentaires d'ailleurs. C'était très bien, évidemment, mais il n'y avait pas du tout l'idée de prendre en charge par le travail, de venir avec une offre d'activité, de job pour s'en sortir. Et donc l'intuition qu'on avait, c'est qu'il fallait essayer de faire ça. L'insertion, l'inclusion, tout ça, ça n'existait pas. C'était des mots qui étaient à peine connus de quelques experts. Vous l'avez compris à bien des témoignages qu'il y a eu aujourd'hui. On a 2 exigences à RES. Le premier, c'est d'être à l'écoute. Il faut comprendre, percevoir, constamment être sur le qui-vive. C'est notre obligation numéro 1. Je dirais même constamment être inquiet. Se dire qu'est-ce qu'on est en train de ne pas bien faire. Et puis la deuxième chose, c'est l'innovation. Le concept même d'ARES était innovant à l'époque, mais constamment. Et donc c'est cette combinaison d'écoute et d'innovation qui fait un petit peu le particularisme d'ARES, même encore aujourd'hui dans son environnement. Chez ARES, on a cette volonté d'innover ou d'expérimenter en permanence. Ça nous crée des obligations, c'est-à-dire qu'il faut qu'on continue comme ça. Ce que je crois, c'est que je vais commencer par... ce qu'on a fait est d'abord une histoire humaine. Et pour moi, il y a 4 personnes. Il y a Philippe Crouzet. Philippe Crouzet, il faut savoir que c'est un peu l'obélisque de l'inclusion. Il était tombé dedans il y a longtemps. Merci beaucoup. Non mais merci de m'accueillir. Je vais couper une part de gâteau. Alors avant de couper, j'ai une petite question pour vous parce que c'est pas anodin que vous soyez parmi nous. Nous sommes d'accord. Vous êtes aussi un travailleur de l'inclusion. C'est chevillé au cœur et au corps chez vous, je crois bien. C'est vrai, mais j'ai l'impression qu'on s'inspire des uns des autres. Hein, c'est un peu ça quand même. C'est l'économie circulaire, vous savez. C'est l'économie circulaire et on a tous compris que... Il y a des mots qu'on peut partager. Je sais que c'est les mots du président, vos mots ici sur cette scène, c'est de dire qu'il n'y a personne n'est né pour l'échec. Personne n'est inemployable. Tout le monde a le droit d'avoir un projet. Et c'est ce qui nous réunit. Alors moi, je suis très heureux de venir couper un gâteau. Pour ça, oui. Pour ça, juste ça. D'ailleurs, je vois que dans la salle, que des visages amis. C'est ça la magie. Chercher des solutions. Les coupables, c'est pas nous. Voilà, on cherche pas des coupables, on cherche des solutions, on en trouve. Et l'économie sociale, c'est ça. C'est des projets, c'est des gens qui se retrouvent entre eux pour penser à peu près la même chose. Alors, encore une fois, je le redis et je me répète, c'est mon grand âge. Et je dis, c'est ce qu'on partage. C'est l'émotion de ça qui fait que on est là ce soir, on va partager les 30 ans d'ARES. C'est ça qui est magique. Hein. On se connaît depuis longtemps, je te connais, je connais votre travail, je connais vos engagements. Vous êtes là, c'est que du positif. Donc il nous faut un projet. C'est le projet qui nous fait regarder au-dessus de la ligne d'horizon. Et ça, vous et moi l'avons compris. Donc faisons en sorte qu'il y ait des milliards de projets et que ceux qui n'en ont pas puissent en trouver un. C'est juste la magie de ces moments-là. Merci Thierry Marx. Et donc Merci. on retient, personne n'est inemployable. Mais s'il n'y a que vous pour couper le gâteau. Oui, c'est la preuve. Voilà. Merci en tout cas de votre accueil, merci d'être là et merci de ces moments qu'on partage. Un énorme merci, chef Marx. En tout cas, vous passerez le bonjour et vous saluerez l'ensemble de vos apprentis et cuisiniers, et notamment ceux de Cuisine Mode d'Emploi. On est admiratifs de ce que vous faites dans le monde de l'insertion. Un énorme merci. Merci pour le gâteau. En tout cas, notre voyage touche à sa fin. On est arrivé quasiment à destination.
J'espère que vous aurez apprécié le voyage en classe affaires au bord du TGV Arès. Et avant dans la cérémonie des remerciements, moi je tenais évidemment à remercier tous les intervenants, tous les partenaires qui sont venus sur scène, tous les salariés d'insertion qui sont venus sur scène avec eux, et tous les partenaires, vous les avez pas forcément tous vus, mais on avait énormément de partenaires qui sont intervenus dans les masterclass, dans les ateliers, et qui ont participé à ce que la journée soit complète et qu'elle illustre l'ensemble de l'action d'Arès depuis 30 ans. Donc merci à tous. Fabien ? Et pour prolonger les remerciements, on ne va pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup. Il y a énormément de salariés qui se sont mobilisés depuis plusieurs mois pour préparer cet événement. Et on va en appeler 2. Et juste avant d'appeler ces 2 salariés, je crois qu'Elsa, on peut te réserver un bel applaudissement pour te remercier pour ta participation aujourd'hui. On est hyper content d'avoir pu partager ce moment avec vous. C'est hyper cool. Joyeux anniversaire à Arès, du coup. C'est bien chouette ce que vous avez fait aujourd'hui. Cette chanson s'appelle Shake Your Hips. Et on va faire un très gros bisou là-dessus. Et on va remercier aussi Julien et toute l'équipe du son qui nous ont vraiment bien aidés en ce peu de temps. Merci les gars, c'est hyper cool. I'm gonna tell you about a dance, and it's going around. Everybody's doing it, from the grown-ups down. You have to move your head, you have to move your hands, you have to move your lips. Come on and shake your hips. I do the hip shake, baby. I do the hip shake, baby. I do the hip shake, baby. Shake your hips, baby. Now if you don't know, don't you be afraid. Just listen to me and do what I say. Don't you move your head, don't you move your hands, don't you move your lips. Come on and shake your hips. Do the hip shake, baby. Do the hip shake, baby. Do the hip shake, baby. Shake your hips, baby. Now ain't that easy? Real easy now. I met a little girl in a country town. She said, "What do you know? Here's the Holly John." I didn't move my head, I didn't move my hand, I didn't move my lips. I just shook my head. Do the hip shake, baby. Do the hip shake, baby. Do the hip shake, baby.